Merci Mathieu d'être avec nous ce soir. C'est vraiment formidable de pouvoir jaser de cinéma comme ça, de façon assise et relaxe. Okay. Est-ce que tout va bien avec ton micro? Ça va. Yes. OK, s'il y a quoi que ce soit, tu me le dis. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller très simplement. Mathieu et moi, on va jaser pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes de son parcours de cinéaste et d'acteur. Puis ensuite, on va ouvrir les questions. Donc, préparez-vous des questions. C'est sûr qu'il y a des sujets qu'on ne pourra pas tout couvrir. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, voilà. Je vais commencer par... Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas beaucoup Mathieu, donc je vais commencer par une petite bio, puis on va avoir aussi quelques extraits qu'on va pouvoir visionner sur ce bel écran de la Cinémathèque québécoise. Mathieu, t'es né en 1967. Tes deux parents étaient dans le cinéma. Donc, ta mère, Chantal Rémy, était monteuse et ton père, Peter Kassovitz, cinéaste. Et donc, qui a réalisé plusieurs films, dont, entre autres, Drôle d'oiseau, Jacob le menteur, Au bout du banc, monté par ta mère Chantal, et dans lequel tu as fait tes débuts au cinéma comme acteur à 12 ans. Dans les années 90, en parallèle de commencer comme acteur, 3 courts-métrages à la réalisation, Fierro le Pou, Cauchemar blanc et Assassin, que tu as adapté en long-métrage par la suite, tout de suite après La haine. Ton premier long-métrage, Métis en 93, annonçait beaucoup de choses, je trouve, dans ton cinéma, de thématiques. Et c'est un cinéma hybride entre le cinéma populaire, le cinéma d'art et essai, à mon sens, de comment j'ai vu le film. Cinéma aussi très cinéphile, et j'aimerais ça qu'on discute de ça. Et en 95, est arrivé quand même plusieurs trucs assez intéressants. César du meilleur espoir masculin pour Regarde les hommes tombés de Jacques Audiard et La haine, que je crois tout le monde a vu ici, j'ose croire. Et ensuite, 5 autres longs métrages, donc Assassin, Les rivières pourpres, Gothica, Babylone AD et L'ordre et la morale à titre de réalisateur, en plus d'une carrière d'acteur avec quand même quelques noms du cinéma, donc Jacques Audiard, Jean-Pierre Jeunet, Costa Gavras, Michael Haneke, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, Alain Chabat, plein de noms comme ça, entre autres, et aussi des films un peu plus intimes, des cinéastes de la relève, comme Samuel Jouy, qui a réalisé Sparring, que vous pourrez voir d'ailleurs à l'Impérial tout à l'heure, dans le cadre du Super Festival Cinémania. En plus de ça, le Bureau des légendes en est à sa 4e saison qui est diffusée en ce moment sur Canal+. Donc voilà, plusieurs choses au programme. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. J'aimerais commencer par Métis, comme je disais tantôt. Un cinéma très cinéphile, je crois. J'ai vu beaucoup, personnellement, l'influence de cinéastes, entre autres, évidemment, Spike Lee, je crois, je sais pas s'il te plaît encore, si ce qu'il fait aujourd'hui te plaît encore, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un cinéaste qui t'a marqué, ou du moins qui a influencé ton cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené vers la mise en scène? Est-ce qu'il y a des projections, des films, des auteurs qui t'ont propulsé vers la réalisation? Non, je pense pas, parce que comme je viens d'une famille de cinéma, le fait de faire du cinéma était un peu une seconde nature à la maison. Et donc, à 12 ans, j'ai pris la caméra pas de mon père, parce qu'il n'avait pas de Super 8, mais la caméra de mon grand-père, et on faisait des films avec 2-3 potes à l'école, et c'était une seconde nature. Donc, j'ai pas eu de déclenchement d'un film qui m'a dit tiens, tu vas faire du cinéma. J'ai fait du cinéma d'une manière très simple et naturelle, de par l'éducation de mes parents. Un peu comme si ça allait de soi, dans le fond. Un truc, oui, c'est que si j'avais été, ce que j'ai l'habitude de dire, si mes parents avaient été boulangers, j'aurais été boulanger. Est-ce que tu allais au cinéma? Ça, oui. Ouais. Ouais. À partir de
13 ans, 14 ans, j'allais au cinéma tout le temps. Ouais, toutes les semaines. De façon. Oui, c'était très méthodique parce que les films sortaient le mercredi. Ils sortent toujours le mercredi en France. Et quand on avait un film, une copie d'un film passé dans une salle, si vous n'êtes pas dans la salle à sa première projection, dès la deuxième projection, la copie est abîmée. Parce que le projecteur va abîmer la copie d'une manière systématique. Donc si vous venez voir le film après une semaine de sortie, vous pouviez voir des films qui étaient vraiment endommagés, où certaines scènes étaient coupées parce que le projecteur avait cassé la pellicule, que les copies n'avaient pas, les nouvelles bobines n'étaient pas arrivées, et parfois vous vous retrouviez à voir un film qui s'arrêtait au milieu, ou qui était rayé, ou qui avait problème de son, ou problème de stabilité. Donc c'était important d'aller voir les films le mercredi à la sortie. Donc, et puis les jours qui suivent. Donc généralement, j'allais à l'école lundi, mardi. Le mercredi, c'était off, donc on allait voir un maximum de films. Et ceux qu'on ne pouvait pas voir là, on les récupérait jeudi, vendredi. Donc généralement, je n'allais pas à l'école la fin de semaine. Dans le court-métrage, est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Est-ce que c'est une liberté que tu ressentais à ce moment-là qui te permettait d'essayer des trucs? Non, mais c'était surtout obligatoire pour pouvoir passer à la mise en scène à l'époque, quand il n'y avait pas d'iPhone et qu'on était en pellicule, il fallait absolument faire du court-métrage. C'était le seul moyen d'exister en tant que réalisateur et de montrer aux autres qu'on savait ce qu'on... Tous les réalisateurs de cette époque-là ont commencé par les courts-métrages. Et que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, c'était le moyen de commencer dans le cinéma. Est-ce que c'est un format auquel tu pourrais éventuellement retourner? Je pense que tu as fait un court-métrage dans les dernières années qui s'appelait XY, je crois. C'est un clip. Ah, c'est un clip, c'est ça. Est-ce que ce format-là, plus court, moins narratif, plus expérimental, c'est quelque chose qui te plaît? Sous forme de clip ou de pub ou de film, oui, mais sous forme de purement de recherche, enfin pas de recherche, mais... Le court-métrage, c'était important à l'époque où, encore une fois, il y avait des médias très codifiés, la façon dont tu pouvais t'exprimer. Tu voulais faire du cinéma, tu pouvais pas faire un film avec du matériel à la maison et tu pouvais pas le diffuser à travers ton ordinateur. Donc tu étais obligé de passer par les mêmes protocoles que les longs métrages, mais le faire avec un minimum d'argent, ça t'apprenait beaucoup de choses. C'est comme une école du cinéma. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire des courts-métrages. Les réalisateurs sont plus... n'importe qui peut être réalisateur aujourd'hui. C'est plus du tout la même chose qu'à l'époque où il fallait montrer pas de blanche. Il fallait prouver qu'on savait ce que c'était que l'optique, une caméra, une technique, qu'on savait gérer une équipe technique. Aujourd'hui, avec l'avancement des technologies, le réalisateur n'a plus du tout la même place qu'il avait avant. Est-ce que cet avancement de la technologie-là te rend peut-être nostalgique? Moi, je crois avoir entendu dans une entrevue que tu aimais beaucoup la pellicule. Non, oui, non, j'adore la technologie. Moi, je suis un geek, j'ai toutes les caméras, tous les trucs, j'achète tout. Dès qu'il y a un truc en 4K qui sort, j'achète le 8K, le 16K, on va tous les cas possibles, j'achète tout et je teste les machines. Ce qui est intéressant dans toutes ces machines, c'est qu'elles n'essayent que de faire un truc, c'est d'imiter l'analogique, de retrouver l'analogique. Malgré tout, aujourd'hui, c'est un iPhone filme avec beaucoup plus de qualité, que tu as plus de définition dans un iPhone que tu as dans une caméra et dans la pellicule 35 qu'on utilisait il y a 30 ans. Donc ça devient absurde de rester sur les anciennes technologies, la diffusion des films n'est plus la même, tout ça, mais ça rend le cinéma encore plus commercial qu'il ne l'est, puisqu'il l'industrialise et qu'il enlève complètement l'artisanat de la fabrication. Et ce qui, moi, m'intéressait dans le cinéma, c'est l'artisanat, c'est le fait que tu fabriques un objet, que tu fabriques un objet avec les mains, avec le talent de beaucoup de personnes, et tu fabriques un objet qui existe. C'est-à-dire que tu termines ton film, on te montre 6 bobines de pellicule en négative, et ces bobines, elles vont être conservées dans un coffre-fort, réfrigéré,
il y aura un garde armé devant, et il y a 500 ou 5000 autres films comme ça qui sont tous des négatifs, et tu fais partie de ces films-là, et quand on ira chercher, quand on aura besoin de fabriquer un positif de ton film, on ira chercher cette œuvre originale qui est ce pourquoi tu as travaillé, et qui existe, et qui devient la base. Et si ça disparaît, comme un tableau, il n'y a plus de film. Donc c'était quelque chose de très, artistiquement parlant, c'est très valorisant, et c'est très... Aujourd'hui, quand tu as les caméras, tu sors, tu filmes ton truc, et les mecs, quand ils disent... À l'époque, quand on recharge la caméra, le plateau entier s'arrêtait, tout le monde regardait l'assistant caméra enlever la pellicule de la caméra, sortir, aller dans le charging bag. Je me souviens qu'après certaines scènes qui coûtaient cher à filmer, scènes d'explosion ou scènes de cascade, tout ça, on s'arrêtait tous et on attendait que l'assistant caméra ait les mains dans le charging bag, qui était un sac entièrement dans le noir, où il était obligé de travailler à l'aveugle pour pouvoir changer la péloche et pouvoir la mettre dans sa boîte pour pouvoir l'envoyer au laboratoire. S'il faisait une mauvaise manœuvre, comme c'est arrivé parfois, où le mec dit merde, j'ai un problème, j'ai cassé la péloche, ou elle s'est pas enroulée dans le bon sens, tu dis merde, si la lumière rentre dans le sac et tape la pellicule, il faut refaire l'explosion du château. C'est aussi con que ça. Donc c'était des moments, un truc, et quand la pellicule partait, tu parlais à l'assistant, je me parlais à l'assistant, tu disais, tu sais ce qu'il y a dans ton sac, tu sais ce qui se passe, et les gens qui étaient responsables au laboratoire et te ramenaient la pellicule, c'était un événement. Aujourd'hui, tu finis ta scène, le truc explose, déjà tu ne fais plus d'explosion parce que tu la feras plus tard, et une fois que tu as filmé ton château, qui est juste un château, je ne sais même pas si c'est un château, mais en tout cas, bon, tu as filmé ton fond bleu, tu sors une carte que tu peux acheter à la Fnac, enfin dans n'importe quelle boutique de audio-vidéo, qui coûte 40 €, et dessus, il y a tout ton film. Et ça, et copier sur toutes les autres cartes de la même façon, à la même vitesse, et t'as aucun original. Donc, bon, c'est pas le même truc. Est-ce que tu as eu pas mal d'explosions de châteaux à refaire? Ouais, ça arrivé, bien sûr. J'ai même eu un clip une fois qui a été volé, carrément. Tout le clip a été volé. J'étais très content. On tourne le clip, l'assistant part avec les rushs dans sa voiture, il sort manger, il se fait casser sa voiture, on lui prend ses trucs. On me dit, le film n'existe plus. Je dis, comment ça, le film n'existe plus? Mais non, il n'existe pas. C'est-à-dire que le truc que tu as fait, il a disparu, donc il n'y a pas de copie, tu n'as pas de truc dans le cloud, il n'y a pas il y a pas comme c'est aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui tu ne peux plus rater. Tu rates un truc, c'est copié là, mais c'est copié automatique, donc c'est plus la même chose. Il y avait vraiment cette sensation de la particularité de l'œuvre originale, quoi. Et ça, c'était important. On va enchaîner avec on va commencer avec un extrait que je crois... oui, c'est ça. On va commencer avec un extrait que je crois vous reconnaîtrez, puis on va en jaser tout de suite après. Donc, c'est un extrait de La haine, qui est le deuxième long-métrage de Mathieu, prix de la mise en scène à Cannes en 1995. Voilà, je pense que j'ai un film qui n'a pas trop besoin d'introduction, mais on va y revenir tout de suite après l'extrait. J'ai ouvert un passage comme ça, tu vois. Qu'est-ce que ils ont laissé un passage, ils ont laissé passer des civils, tu vois, avec genre des manches de purge et tout. Ils vont commencer. Attends, tu vois le TGV là? Putain, il s'est fait péter à grave, je te jure. Une fois, deux fois, la troisième fois, on les a déchirés. Paf, coup de tête balayette, je t'en ai fumé un, le bâtard de sa mère, je te jure. YZ. Tu vois, les Grecs, ça c'est que ta mère en serre, ouais. Mais non, c'est le KX de Mohamed, ça. Il vient de changer le pot. Mais non, ça c'est la merde de Vince en YZ. Lequel, Mohamed, là celui, le petit frère de Farida, là? Farida, celle qui vient de passer son permis, là? Non, Farida, c'est celle qui travaille au marché, là. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Enfin bon, en tout cas,
Toi, pour résumer, sans déconner, vous auriez dû être là, les coms. Surtout toi, Hubert, en vérité, c'était trop puissant, je te jure. Prendre une lacrymo dans la gueule, passer 48 heures au poste, à se manger des grosses tartes dans ta gueule, et rentrer à la maison pour que mes parents m'égorgent. Je te le dis franchement, mais franchement, je vois pas le chiffre, cousin. Putain, mais arrête tes conneries, de quoi tu me parles? C'était la guerre, ça l'a pu retourner de cœur, live indirect, et toi tu me prends la tête. J'avais autre chose à foutre, cousin, j'avais un plan pour ramasser un pot d'oseille, mec. Vous m'avez tout fait foirer, montrez-moi ton carton, là. Moi, quand tu as un frère se buter, moi je bouge. Un frère? Mais d'où un frère? Je le connais, moi, ce mec. Hein? Tu m'as déjà vu avec? Non, bon, bah alors, je vais pas aller me faire taper dessus pour une carrière que je connais pas. On y va? Sérieux? Abdel, c'est pas une caméra. Et moi, tout qu'est-ce que je sais, c'est que je cours pas plus vite que les balles. Euh, 23 ans après, j'imagine que tu en as beaucoup parlé. Comment tu l'approches aujourd'hui de jaser de la haine, parce que ça reste quelque chose qui, comme si, je sais pas si c'était cette impression-là, mais que comme si le film t'appartenait plus beaucoup. Je sais pas si c'était ce feeling-là que les gens se le sont un peu réappropriés. C'est devenu, oui, l'idée de culte, mais un peu phénomène social jusqu'à un certain point. Est-ce que comment tu l'approches aujourd'hui? Bien. All right. Ben oui, non, mais c'est parfait. Tant mieux. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que... Non, mais pour pas... Oui, vas-y. Non, mais j'ai la chance d'avoir fait un film qui a marqué les gens sur plusieurs générations. Et je me rends compte avec le temps que c'est une chance inespérée que très peu de gens partagent. Parce que tout le monde a une carrière avec des films et qui marquent les gens, mais ce film-là marque les gens dans différents pays, sur différentes générations, d'une manière très particulière. Et quand on a la chance d'avoir... je pense que t'as des réalisateurs à qui c'est arrivé plusieurs fois. Il y a des réalisateurs qui ont ce talent d'arriver à gérer ça plusieurs fois. Et puis tu as des réalisateurs qui ont eu la chance de le faire au moins une fois. Je ne sais pas si tu demandes à Kusturica quel est son film sur lequel les gens le reviennent tout le temps. Moi, je dirais évidemment comment ça s'appelle, Le Temps des Gitans. Et chaque réalisateur a son film fétiche qui l'a suivi et qui le marque dans l'histoire. L'intérêt ce qui est curieux avec la haine, c'est qu'au-delà du cinéma, il s'inscrit dans la société. Et c'est là où il a pris une place qui me dépasse complètement et qui fait que le film est ce qu'il est. Et quand on a la chance d'avoir fait un film comme ça et qu'il soit réceptionné comme ça, après, t'as le choix de vivre dans la peur ou de te rendre compte que t'as de la chance d'avoir... Il y a des mecs qui travaillent toute leur vie puis qui l'ont pas, quoi. Donc, sois heureux. Voilà. Mais c'est pas la peine de poser trop de questions sur le film parce que vous avez toutes les réponses sur Internet. Ok, on y passera pas trop de temps. Une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est ton film fétiche, des gens, que les gens t'en parlent beaucoup? Est-ce que c'est ton préféré, personnellement? Moi, j'ai pas de préféré parce que je les aime tous d'une manière différente. Mais ouais, j'en suis super content, ouais. Avec raison. Je pense que... Ouais. J'ai choisi cet extrait-là parce que reste que longtemps après, on parle beaucoup du naturel, du langage, on parle beaucoup, puis je sais que c'est des dialogues que tu as travaillé avec tes comédiens, que tu voulais adapter, tu te disais, c'est pas moi qui va écrire leur dialogue, c'est pas moi qui va écrire la langue dans laquelle ils parlent, parce que ça doit leur appartenir. Il y a quelque chose j'ai un sujet qui est très... en tout cas, à Montréal, cet été, l'idée de prendre la parole ou donner la parole, ça a été un sujet très discuté. Puis je trouve ça intéressant parce que pour moi, La haine est un film qui donne la parole. Comment c'est... Je sais qu'à l'époque, on a parlé de l'idée d'appropriation culturelle, alors qu'à mon sens, ça ne l'est pas du tout.
justement parce que ce film-là te donne la parole, ce dialogue-là se passait comment t'as vécu avec, c'est pas vécu, mais juste comment t'as réagi à ce dialogue-là quand La haine est sortie? Si c'est un... Je suis pas sûr de comprendre tout à fait la question, mais sur par exemple, d'une manière tout à fait complètement littérale, sur l'histoire du dialogue, je me souviens qu'on avait fait que mes problèmes avec la raison pour laquelle j'ai fait Assassin, par exemple, on parlera plus tard, c'est la réaction que les journaux ont pu avoir sur le film, que les médias ont pu avoir sur le film. Et quand on sort le film et qu'on voit qu'un grand magazine, je ne sais pas si vous l'avez ici, qui s'appelle VSD, qui était un grand magazine français, qui passait donc magazine de week-end, qui avait sorti sans notre accord, enfin ils font ce qu'ils veulent, ils avaient sorti un dictionnaire du parler banlieue. C'est-à-dire qu'ils avaient tout d'un coup dit, tiens, on va vous montrer comment parlent les gens dans ce pays-là, enfin dans cet univers-là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que c'est vrai qu'ils ont un langage et que les gens ont besoin de comprendre. C'est vrai que nous, quand on a fait La haine, on s'est posé la question, est-ce qu'on a besoin de sous-titrer des trucs? Et puis moi j'ai dit, non, on va rien sous-titrer. Si les gens ne comprennent pas, c'est leur problème. On va pas commencer à dire que ces gens-là parlent un langage étranger. C'est à vous de connaître le langage. Donc. Mais on s'est posé la question, parce que ils ont sorti un dossier en disant le dictionnaire de la banlieue. Et donc évidemment, moi je suis parti en guerre avec eux, on s'est insultés, et puis c'était le début des problèmes. Donc les histoires de langage, de comment le film a été reçu après, moi on pensait faire un brûlot politique, mais ça s'est tourné très vite en événement de société avec 4 jeunes personnes qui pouvaient être potentiellement des stars. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient les médias et comment fonctionnait tout le système. Et donc, est venu ensuite un peu, forcément en réaction à ça, Assassin. Mais tu le préparais quand même en court-métrage, tu l'avais quand même fait en court-métrage quelques années plus tôt. Est-ce que ce rapport-là aux médias est arrivé, est-ce qu'il existait dans le court-métrage ou est-ce que c'est arrivé dans le court-métrage, c'était juste un exercice de style et j'avais besoin, avant de passer au long-métrage, quand on parlait de court-métrage, et de l'importance du court-métrage à l'époque, moi je suis très 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 traditionnel. Et à l'époque, il y avait vraiment il y avait 2 façons de devenir réalisateur. Tu étais 3e assistant, 2e assistant, 1er assistant, peut-être tu devenais un petit peu directeur de production, puis à un moment tu écrivais un scénario, puis il y avait pas mal de premiers assistants qui sont devenus réalisateurs. Ou tu faisais directement ton court-métrage pour faire le film. Pourquoi je parle de ça? On parlait d'intégrer l'idée des médias dans Assassin. Et les médias, oui. Et donc, quand j'ai fini mes premiers courts-métrages, j'avais un premier court-métrage que j'ai fait en 16 mm, donc Firo le Pou, avec une caméra à ressort en noir et blanc. J'ai fait un deuxième court-métrage en 35 mm et en noir et blanc aussi, avec une équipe un peu plus sérieuse, avec une structure un peu plus forte et une histoire un peu plus structuré avec du son, avec de la lumière, avec la gestion un vrai tournage. Et j'avais besoin, avant de passer au long métrage, et quand on avait décidé avec mon producteur de faire Métis, juste avant ça, on s'est dit ça serait bien de faire un 3e court métrage pour trouver la bonne équipe technique, pour finaliser quelques trucs. Et là je me suis dit j'ai besoin de faire un film en couleur, en 35 mm, et j'ai choisi une scène, en fait, comme si c'était une scène d'un film, d'ultra-violence et d'une réflexion un peu sur ce qu'est l'impact que peut avoir des images sur les gens sans les prévenir. Et après, quand j'ai eu la réaction de ce que j'ai eu sur la haine, on va pas parler de Métis alors? Oui, on peut parler de Métis aussi. Non, c'est pas grave, c'est trop tard. Mais c'est parce qu'on a embarqué rapidement sur la haine, effectivement. On parle que c'est des films qui marchent, parce que c'est ça qui va faire vendre parce qu'on vend les DVD à la sortie, donc... Donc avant de faire Métis, j'ai fait ce court-métrage-là, on a trouvé l'équipe technique et on s'est mis des conditions. On a tourné en Panavision, 35 mm scope, dans un
truc très dur. On a rendu les conditions un petit peu difficiles pour que l'équipe soit soudée, et puis qu'après on passe sur le long métrage, qui était mon premier film en 16 mm couleur, deuxième film 35 mm noir et blanc, quatrième film 35 mm couleur. Donc il y a une progression très douce, parce que si tu t'en mets trop dans la gueule, tu peux aussi te noyer dans les problèmes techniques et tout ça, et c'est important d'avancer petit à petit, de faire des films petit à petit. Donc on parlait de ça en réaction, pourquoi j'ai fait le court-métrage Assassin. Et après, quand j'ai vu la façon dont les médias parlaient de la haine et avaient parlé de la banlieue et le manque d'éthique qu'il y avait dans ce milieu-là, j'ai fait un film sur l'éthique et je me suis dit, tiens, cette scène-là, je pourrais l'adapter et raconter un passage de relais de génération en génération et la perte d'éthique qu'il y a de génération en génération, la perte de repères. Est-ce qu'il y avait, à mon sens, quelque chose d'assez personnel dans l'idée de la transmission, un peu au même titre que ton père t'a transmis sa passion pour la mise en scène? Ce que je dis quand je dis que si mon père était boulanger, je serais boulanger. Si mon père était un bon boulanger, je serais boulanger. J'aurais été un bon boulanger. Parce qu'il fallait qu'il me donne l'envie de faire son métier. Et pour ça, il faut qu'il te donne la passion de son métier. C'est-à-dire qu'il le fait bien. C'est-à-dire qu'il aime ça. C'est ce que mes parents ont fait avec le cinéma. Donc ils m'ont passé cette passion du métier. Et mon père m'a dit, il faut que tu fais les films avec une certaine éthique. On ne dépasse pas. On ne fait pas d'heures sup. On travaille avec les producteurs. Enfin voilà, on a des lignes de conduite à faire, parce que sinon, c'est facile d'être un artiste si tu te permets tout. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être un artiste qui travaille dans la contrainte de la commande, par exemple. Il ne faut pas oublier que les plus grands artistes au monde, que ce soit les Michel-Ange, tous ces gens-là ont travaillé, c'est des commandes, hein, ce qu'on leur a demandé. C'est pas eux c'est pas des Pollock, c'est pas des gens qui ont décidé, tiens, je vais peindre ça. Non, on leur a dit, voilà, tu as un mur, un plafond, tu vas le peindre et tu vas peindre ça. À eux de sortir leur talent. Et moi, c'est ce que j'aime chez des mecs comme Spielberg, c'est que c'est pas des œuvres extrêmement personnelles à la base, mais il les rend personnelles à travers sa vision. Mais à la base, il fait le travail de quelqu'un. On lui demande, tiens, on va te donner tant d'argent, il faut que ça rapporte tant d'argent. Voilà le sujet, voilà le truc, allons-y. Est-ce que... Mais ça me fait en fait sauter directement aux Rivières-Pourpres, mais on peut revenir à Métis éventuellement. Tu parles de commandes. Bon, on a un film avec les Rivières-Pourpres. On va regarder un extrait dans un instant, mais un film à beaucoup plus gros budget, sur un sujet, je crois, plus rassembleur, quelque chose de moins dans la réaction, j'ai l'impression, que Assassin. On va regarder l'extrait avant d'en discuter. Puis j'ai vraiment pris mon truc plus préféré à moi du film. Vous allez voir. En tout cas, vous allez voir. Il a dit ton copain, vas-y, je suis un flic là, qu'est-ce qu'il y a? T'es plus cap là, il y a plus de police, le copain il est parti. Touche pas, je suis flic. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit déjà? Il a dit fils de pute, et alors? Fils de pute.
tu braques quelqu'un avec un flingue. Regarde, c'est des balles dedans, connard. Super bon ton pinard. Si vous fouillez un peu YouTube, il y a le making-of de cette scène-là. Puis t'as vraiment l'air d'avoir le fun de ta vie sur la mise en scène d'une scène comme ça. Est-ce que de passer à des films à plus grand budget comme ça, dans le contexte du cinéma français, est-ce que ça donne une liberté qui permet de faire une scène d'action avec des gags, avec des références aux jeux vidéo? Il y a presque du Jackie Chan dans cette scène-là. Est-ce que de passer là, t'avais l'impression d'avoir accès à une liberté que t'avais pas sur les autres films en termes de budget, mais peut-être de l'attitude, de temps, je sais pas? Non, parce que chaque sujet va avec son budget. Donc, quand tu fais un film qui coûte 15 millions, il faut avoir 15 millions. Et voilà. Après, tu sais que le producteur, il veut retrouver ses 15 millions plus un peu de bénéfices. Donc, tu es obligé, plus ça coûte cher, de mettre des scènes dont tu sais que tu vas avoir... Enfin, c'est con, hein, mais il y a des scènes parfois dans les films qui sont tournées, qui ne sont pas montées, mais dont certains plans sont utilisés dans la bande-annonce parce qu'on appelle ça des money shots. Et donc, il y a des plans par moment. Moi, j'ai fait des films sur Gothica, j'ai fait des trucs où j'avais des plans que je savais que je n'allais pas monter, mais que j'ai tourné pour la bande-annonce. Donc, voilà. Donc, tout dépend du budget, tout dépend de la pression qu'on te met sur le dos. Et est-ce que cette scène-là, par exemple, avais-tu peur que ce soit une scène de bande-annonce, par exemple? Avais-tu peur que... Parce qu'on t'a laissé aller sur ce que tu voulais faire sur un film avec un aussi gros budget? Non, mais en France, il n'y a pas de film comme ça n'existait pas à l'époque, donc il n'y a pas de référence. Donc quand je vais voir le producteur et que je lui parle de cinéma chinois et que je lui dis que je veux faire des plans... pour le bagarre qui soit long et qui soit pas des trucs montés mais des trucs un peu dans la longueur, et il s'en fout lui du moment que je tourne dans les temps. Et ça a été tourné dans les temps? Ça tourne toujours dans les temps. Et est-ce qu'il y avait... Bon, j'avais l'impression que en voyant Les Rivières pourpres, je pensais à l'idée que ton cinéma réagit beaucoup à sa scène, réaction à la réception de la haine, réaction à la pharmacomie, si je ne me trompe pas. Cinéma en réaction, est-ce que le fait de glisser de l'humour à l'intérieur d'une histoire aussi sombre, le fait d'y aller d'une scène d'action comme ça, est-ce qu'il y avait une réaction, une transgression du cinéma populaire? Non, mais ça, c'est du cinéma populaire. Mais de cette manière-là, pour moi, il y a quelque chose, il y a un deuxième degré. Il y a une deuxième... Tout le film est second degré. Oh, oui, okay, non, mais okay. C'est l'histoire d'un... Je ne sais même pas ce que c'est l'histoire. C'est l'histoire de meurtres de gens qui se font retrouver. Mais c'est Jean-Christophe Granger qui est génial et qui écrit des bouquins avec des meurtres. Quand tu lis les bouquins, tu dis c'est quoi cette horreur, c'est incroyable. Puis en fait, tu crées des complications pour créer des événements qui sinon n'existeraient pas. Donc c'est des films qui sont faits pour s'amuser, mais à la base c'est du cinéma inutile parce que c'est complètement inventé. Donc c'est bien, hein, c'est super pour le moment à avoir, tout ça, mais il n'y a aucune réflexion à avoir sur les rivières pourpres. Tu peux avoir une réflexion sur Assassin, tu peux avoir une réflexion sur des films d'auteur, mais c'est pas des films d'auteur, c'est des films pour s'amuser. Mais tu disais tout à l'heure que l'idée de la commande t'intéressait. Comment tu as amené le personnel à l'intérieur de ce film-là? Bah, je fais de la mise en scène. C'est tout. Ouais, tu vois, c'est ma mise en scène. Je pense que tu peux voir de film à film que j'ai un style de mise en scène qui m'est propre et que je fais... j'ai un rythme qui m'est propre, ça, donc j'amène mon style. C'est le seul truc que tu peux amener quand tu fais une commande. Et donc c'était la même chose pour Gothica ensuite? Et après, même chose sur Gothica. Ouais, tout à fait. Gothica qui est encore plus une commande et qui est un peu le même état d'esprit que sur Les Rivières pourpres, mais avec le plus la pression des Américains.
Parce qu'en France, tu as le final cut, donc c'est le français, c'est le réalisateur qui décide s'il veut sa scène comme ça ou comme ci. Aux États-Unis, c'est pas toi qui décides. C'était la première fois avec Gothica que tu réalisais pas ton scénario, je crois. Et comment t'es rentré en contact avec ce scénario-là? C'est Joel Silver, le producteur, qui m'a appelé après avoir... il est venu à Paris pour faire l'anniversaire de sa femme, et dans l'avion, il a vu Les Rivières pourpres. Et il m'a appelé, il a dit j'ai un film, il faut tourner dans 3 mois. J'ai à Libéry, elle a une fenêtre là juste pendant 3 mois. Dans 3 mois, il faut tourner, cherche un réalisateur. Si tu dis oui, tu pars la semaine prochaine. Puis t'as dit oui. Ah ouais. Il y avait Ali Berry qui venait de prendre un Oscar, et puis il y avait Joel Silver, le réalisateur, le producteur, qui est le producteur de Matrix, et producteur de certains plus gros, enfin, des films les plus impressionnants de Hollywood, et qui a créé le style de Hollywood, du cinéma d'action d'Hollywood aujourd'hui. Et t'avais, par le cinéma d'horreur, entré dans le cinéma américain, qui est un cinéma qui, je crois, t'a marqué. Quand tu as 13 ans en 1980 et que dans la même année dans les mêmes quelques années sortent des films comme Les Dents de la Mer, Shining, L'Exorciste, Poltergeist, et puis après, avant, tu avais les Wes Craven, tu avais tout le cinéma italien, tous les Dario Argento, tous les Romero, tout ce cinéma-là qui a été depuis les années 70, le cinéma d'horreur américain a été le terreau de tous les cinéastes qui sont devenus aujourd'hui les cinéastes les plus importants mondialement, que ce soit les Coppola, à commencer avec les films d'horreur produits par comment il s'appelle ? Roger Corman. Corman. Ils ont tous fait ça, et puis Spielberg aussi, tous. Donc ce cinéma-là a été un cinéma de référence, et d'ailleurs, Gothica est bourré de références à des films d'horreur qui ont fait ma jeunesse. Ouais. Donc tu avais encore l'idée du terrain de jeu, aussi de mise en scène. Oui, c'est le même exercice. Il y a des moments, tu as des trucs à dire, donc tu écris les scénarios et tu fais tes scénarios. Et puis il y a des moments, tu n'as pas grand-chose à dire, tu fais avec les films des autres. Puis tu es revenu à l'idée du film personnel, je crois, avec Babylone AD, dans l'optique où c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé longtemps. Comment tu es rentré en contact avec le roman de Maurice Dantec? Qui a vécu à Montréal, d'ailleurs. Oui, que j'ai rencontré à Montréal avant. Il est mort, hein. Oui, décédé. On ne sait jamais avec lui. Ouais, j'ai rencontré, il avait écrit, c'était un des rois du cyberpunk, il avait écrit des trucs assez révolutionnaires, assez agressifs, que j'aime bien et qui faisaient partie un peu de ma culture. Moi, j'étais très métal hurlant à l'époque, très... Tourier, Moebius, enfin, tous ces gens-là, je sais pas si vous connaissez, tous ces créateurs de bandes dessinées et d'illustrations qui ont fait un petit peu toutes... c'est eux qui ont designé ensuite les Blade Runner, les Star Wars, les Aliens, et tout ça, c'est tout cet univers de création-là. Et Maurice Dantec était un peu l'enfant de cette génération aussi, là, un peu punk, machin. Il avait écrit un bouquin très cyberpunk, voilà, un peu sur l'évolution de l'espèce. Et c'est un bouquin qui était réputé impossible à adapter, et puis on a tenté de le faire. Est-ce que tu as vu ça comme un défi un peu? L'idée d'adapter quelque chose qu'on dit inadaptable? Non, parce que si tu veux vraiment te faire un défi de l'adaptable, l'inadaptable, tu tapes guerre épée, tu tapes des trucs tu t'es vraiment en galère. Ça, c'est juste parce qu'il y a des histoires de trous du cul, et qu'il y a des histoires de trucs un petit peu que tu peux pas les mettre dans le film parce que ça passera pas à la censure, et donc et puis c'est complexe et des trucs, mais
c'est l'intérêt du cinéma, c'est justement d'arriver à condenser. Moi, j'adore la contrainte, donc plus il y a de contraintes. Mais Les Rivières pourpres étaient aussi difficiles à faire. C'est des bouquins qui font 500 pages. Comment tu dois réduire 500 pages en 120 pages en 120 pages avec des dialogues. Donc, comment tu rends toutes ces informations-là? Comment tu fais pour garder la cohérence de l'œuvre originale et arriver à la transcender avec, en moins de temps qu'il ne faut pour la lire? Donc c'est un vrai exercice et j'adore cet exercice-là. C'est le meilleur exercice qui existe. Puis parlant de contraintes, je pense que Babylone AD, il y en avait quand même quelques-unes. C'est la première fois que tu travaillais avec un gros studio, plus gros. Je crois que c'était plus gros que Gothica, les studios avec lesquels tu travaillais. Ah oui, c'était un gros truc. Ouais, je sais pas, le truc a réussi à se monter, mais bon, comme on va en parler après, j'avais choisi les plus mauvais partenaires à tous les postes et je me suis rendu compte après que essayer de faire les choses à tout prix, c'est une mauvaise idée parce qu'il faut les faire dans les bonnes conditions, sinon on vit un enfer et c'est pas quelque chose qu'il faut de souhaitable. Donc j'avais l'opportunité de faire un film comme ça qui coûtait 60 millions et qui pouvait se faire d'une manière internationale. J'avais une façon assez intelligente de le monter, qui a fonctionné d'ailleurs, mais voilà, techniquement ça n'a pas suivi derrière, parce que j'étais avec des gens qui étaient pas compatibles les uns les autres. La collaboration, je pense que c'est important. Ben, tu nous en parlais plus tôt. La collaboration, c'est l'essentiel, parce que sauf si vous êtes un génie, et même si vous êtes un génie, vous avez quand même besoin d'avoir votre producteur ou la personne qui a un minimum de regard sur votre travail, et puis surtout qui peut comme quand vous faites en boxe, vous avez besoin de quelqu'un dans le coin pour vous dire ce qui se passe, parce que quand vous êtes en tournage, vous êtes au milieu de la mêlée, au milieu de la bagarre, et vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe. Donc vous avez besoin d'avoir des partenaires et des gens qui vous disent faites gaffe, ne faites pas ça ou faites ça, et soit des gens assez de confiance où vous puissiez mettre votre vie entre leurs mains et dire ok, je comprends ce que tu dis et je te suis. Donc c'est vraiment c'est important d'avoir des bons partenaires. Et puis après, c'est important d'avoir des bons partenaires tout simplement dans l'équipe technique et d'avoir des acteurs qui vous aiment bien et que vous aimez bien, avec qui vous avez envie de vous lever le matin et que vous n'avez pas envie de tuer. Ensuite, tu es revenu au cinéma beaucoup plus politique avec L'Ordre et la morale quelques années plus tard. Mais c'est un film que je crois que tu préparais avant Babylone AD, même avant Gothica, je crois. Le scénario, en tout cas, c'est écrit sur plusieurs années. Comment tu as approché le développement d'un film aussi? Parce que c'est un sujet quand même très, très, très fort. Mon père m'avait parlé en 99 de cette histoire-là, qui était une histoire pas connue puisqu'elle a été étouffée. Et j'ai lu un rapport des droits de l'homme qui avait été fait sur cette histoire que j'ai trouvé incroyable. Et puis par hasard, un jour j'en parle à un pote et mon pote me dit « Ah, mais je connais ces gens-là qui vivent à l'autre bout de la planète, en Nouvelle-Calédonie, à côté de l'Australie, et si tu veux, on peut y aller. » Je dis « Ah, mais il y a très peu de gens qui ont accès à ces tribus et donc on est allé vivre là-bas avec lui, on a passé un petit peu de temps et puis on a rencontré les gens et puis on s'est dit ça serait intéressant de faire un film et ils m'ont dit que ça va être compliqué et j'ai dit on trouvera toujours des solutions. Et puis, tu connais les défis. Ça a duré 10 ans quoi. 10 ans pour arriver à les convaincre qu'on avait un bon scénario et qu'il fallait faire le film et puis 10 ans aussi pour comprendre toute l'histoire, la conception, avoir les deux parties et bien avoir un film bien balancé, qui soit plus dans la réalité que celle qui nous a été balancée, quoi. Donc on revenait à l'idée de collaboration, mais avec les gens sur qui tu faisais un film. Je pense que dans La haine, si on revient à La haine, si on revient à Métis, si on revient à tous les films, c'était l'idée de collaborer avec le sujet autant qu'avec l'équipe. Tu as un sujet déjà que tu dois maîtriser, donc soit c'est ton histoire personnelle et donc tu connais ton histoire personnelle mieux que n'importe qui, mais si c'est l'histoire d'une communauté qui peut être la tienne ou pas forcément, mais qui est une histoire qui est plus large, il faut bien connaître ton sujet, ouais. Il faut fréquenter les gens, tu peux pas parler d'un sujet fort sans t'affronter à ce sujet. Donc, quitte à les impliquer dans le processus. C'est-à-dire? Je pense par exemple à l'idée des dialogues dans La haine. J'ai l'impression que les acteurs étaient beaucoup impliqués là-dedans. Je sais que vous êtes allé vivre dans un appartement. Mais ça, parce que tous les moyens sont...
Oui, c'est parce qu'il faut le mettre les trucs en bouche, et puis que surtout, tu as des acteurs qui sont pas forcément... Enfin, tout dépend de ce que tu recherches. Si tu cherches à faire passer une information, si tu cherches à faire passer du réalisme, sur l'ordre et la morale, par exemple, tu dis pas aux acteurs qu'ils peuvent réécrire leur texte comme ils veulent, parce que c'est des militaires, on parle d'une autre manière. Dans La Haine, il faut que l'acteur il se sente à l'aise avec son texte. Si tu as mis une virgule à un endroit qui lui plaît pas, il faut qu'il puisse la changer, évidemment, et qu'il puisse changer le texte comme il veut, parce que ce qui est important, c'est son énergie. Le temps file, donc on va passer... Pardon? À Métis, on va regarder Métis au complet, en fait. Non, en fait, j'aimerais aussi parler de ton travail d'acteur. On va regarder 2 extraits. Un jeu en fait, 2 probablement que tout le monde a vu, mais que je trouve quand même intéressant par rapport à ce que tu fais comme acteur. Donc, on va les regarder. C'est Amélie Poulain et Munich de Steven Spielberg. Ça va être sur l'écran ici. Rendez-vous demain 17h, manège de Montmartre, près de la cabine. Munissez-vous d'une pièce de 5 francs. Et tu voudrais en savoir plus, hein? Vous la connaissez? Vous l'avez vue? Eh bien sûr qu'on l'a vue. Elle nous a glissé dans la poche de sa chemisette. Comme 305. Et elle est jolie? Oh, pas mal. Belle. Oh, jolie, hein? Ah non, belle. Ah, jolie. Et qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est fauchée. Elle espère une récompense en échange de l'album. Ou alors, elle fait aussi la collecte de photomaton. C'est ça. Comme nous, elle nous a déjà, elle voudrait faire l'échange contre une borne à lunettes. Mais non, crétin! Elle est amoureuse. Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Depuis quand? Depuis toujours. Dans tes rêves. Is at the hospital Cochin. I don't know how badly we hurt him now, so... Why did you put a firecracker in that phone? Because I didn't want to blow up the building. What do you want from me? Another corpse. Another $200,000 more or less to eliminate target number 2. Yeah, he's been eliminated. We should stick with guns. No one notices a shooting. Bombs achieve double objective. They eliminate targets and they terrify terrorists. It only works when the bombs work. Lunch? The Israeli embassy in London was... Travailler avec Jean-Pierre Jeunet, Steven Spielberg, Soderbergh. Est-ce que c'est un peu l'idée avec Samuel Jouy? Est-ce que l'idée de la contrainte revient beaucoup dans le jeu, comme dans la performance plutôt que dans la direction? Tu parlais de contrainte tout à l'heure. T'aimes la contrainte, t'aimes travailler avec des balises, donc? Oui, non, en tant que créateur, oui. Mais pas en tant qu'acteur? Ben, le travail de l'acteur, c'est d'être contraint par les gens qui lui disent quoi faire. OK. Tu penses pas qu'il y a une idée de composition, Tu le vois pas comme ça du tout? Tu l'as jamais... Est-ce que tu l'as déjà approché comme ça pour certains projets? Sur Sparring, par exemple. Non? Non, Sparring, c'était physique. C'est un personnage qui est un boxeur. Le principe de la boxe, c'est que c'est vrai. Donc nous, l'entraînement qu'on a fait en boxe, c'était un entraînement vrai. C'est comme ça qu'on a travaillé. Si le personnage avait été
un souffleur de verre et qui a besoin de faire des trucs, j'aurais appris à faire ça, mais pas forcément parce que on sait très bien qu'au tournage, c'est pas moi qui aurais tourné le verre, et que c'était un... Donc j'ai pas besoin de maîtriser la fabrication du verre comme j'aurais besoin de le faire à la boxe, puisque tu ne peux pas faire semblant, et tu vois, donc si je me suis plus impliqué à faire un personnage qui fait de la boxe parce que je suis obligé de faire de la boxe pour pouvoir, parce que c'est le seul moyen de faire travailler le personnage, que si j'avais dû faire du violon, par exemple. On sait bien que oui, mais si, même un pianiste, j'ai le mec qui joue un pianiste, okay, tu joues un grand pianiste, historien, tu peux pas jouer comme lui, tu joueras jamais comme lui. Donc, mais tu apprends les bases du piano, tu sais pas, parce que tu as les plans qui vont commencer sur tes mains, et il faut que tu aies les... Mais le réalisateur, il va dire très simple, il va dire, écoute, j'ai vraiment besoin que tu apprennes ce moment-là et ce moment-là, le reste, t'as pas besoin de l'apprendre, tu fais n'importe quoi, et on aura la musique, et puis on reviendra sur tes mains plus tard, ou sur les mains de quelqu'un d'autre qui fera ça bien. Donc, le travail que vous voyez à l'image, quand vous voyez un film où tu vois des gens faire des trucs incroyables, et tu dis, waouh, c'est incroyable, c'est généralement pas incroyable. Mais c'est tout l'intérêt du cinéma. Voilà. Tout l'intérêt du cinéma. Donc les acteurs travaillent dans la contrainte, et c'est pour ça que les acteurs sont fous, c'est qu'ils jouent des personnages des héroïques, qui sont reconnus dans la rue ensuite comme des gens qui ont sauvé la planète et qui font des trucs absolument incroyables, qui n'ont jamais fait même sur le plateau de tournage, ils n'ont jamais fait ça. Donc il y a une dichotomie entre ce que vous voyez à l'image et l'impression que vous avez quand vous voyez les acteurs faire leur travail, et le véritable travail de l'acteur qui est d'être présent et Mastroianni disait, si vous voulez être un bon acteur, il faut apprendre à dormir debout. Parce que 90% de votre travail, votre présence sur le plateau va être de ne rien faire et d'attendre dans un coin. Donc, à un moment, on vous dit, viens, là, ouvre la porte, dis ton texte, ok, on le refait, dis-le mieux, tu l'as mal dit, ouvre la porte plus vite, ok, repars dans ton coin. Et pourtant, après, quand les films sortent, les gens, ils arrivent avec tout, les perruques et les machins, et tout le monde dit, vous êtes magnifique, c'est génial, et vous avez sauvé le monde, comment vous faites pour sauter d'un hélicoptère et atterrir sur un cheval? Et t'as des acteurs qui y croient. T'as même des acteurs qui le font. Tom Cruise le fait. Mais pour Sparring, par exemple... Arrêtez vos conneries. Tom Cruise le fait pas. On te dit que Tom Cruise le fait parce que c'est un argument de vente, et ils te le disent, et il le fait, il monte sur une moto et fait, mais et ils te disent, effectivement, tu vois dans le making-of qu'il traverse, et qu'il y a des voitures aussi qui vont dans le sens inverse. Il y a 7 mètres d'espace entre lui et n'importe quelle voiture, et quand vous allez voir le film, vous allez voir qu'il y a quelques voitures en plus qu'il y en avait sur le making-of. C'est les voitures de 3D qui arrivent et qui passent un peu plus près de Tom Cruise. Mais je vous garantis que les productions américaines ne font prendre aucun risque à Tom Cruise faire le truc. Tom Cruise aime bien faire de la moto, il le dit dans le truc, il le fait, c'est très impressionnant à voir. Effectivement, il sait déraper, il sait faire le truc. Ça s'arrête là. C'est un plaisir pour Tom Cruise à le faire. C'est pas un truc. Et être accroché sur le côté d'un avion avec un harnais de sécurité, tout le monde peut le faire. Enfin, il faut juste que ça vous amuse. Ou être payé 40 millions de dollars. Mais sur Sparring, tu t'es battu. Pour très peu d'argent. Très peu d'argent. Non, mais parce que ça fait partie c'est un bon exemple, Sparring, parce que Sam voulait faire un film sur la boxe. Et quand tu fais un film sur la boxe, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un boxeur qui devient un acteur, ou tu prends un acteur qui devient un boxeur? Généralement, tu vas prendre un acteur qui devient un boxeur, parce que quand tu fais le casting avec les boxeurs, ils sont nuls. Et les boxeurs sont sont vraiment difficiles. Parce qu'ils savent pas jouer. Ils jouent pas, eux. Ils sont dans le vrai. Donc quand tu leur demandes de faire du faux, ils comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Parce que tu joues pas à la boxe.
Donc quand il est venu me voir, parce qu'il a appris qu'il y avait un acteur français qui aimait la boxe, il s'est dit peut-être que cet acteur français va être un petit peu plus à l'écoute quand je vais lui dire que j'ai un scénario avec la boxe, ce qui a été le cas. Parce que je reçois des demandes tous les jours, et quand on m'a dit, j'ai dit c'est quoi, c'est qui ce mec joue, il a fait des trucs. Non, c'est un acteur. C'est un film sur la boxe. Ah, bah on voit le scénario. Je vois le scénario, ça m'intéresse, je vois le truc de boxe, on se voit, et puis on se dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, il y a un vrai personnage, il y a un vrai truc. Mais je lui dis, t'as ton sujet, et lui, mais d'une manière purement logique, il ne peut pas imaginer qu'on va faire un film avec la boxe, parce que si ton acteur se prend un coup de poing, tu t'arrêtes ton film. Donc on ne fait pas ça. Donc on se lance dans un truc et il me dit on va faire des préparations, chorégraphies pendant 3 mois. On travaille avec ton acteur en face. Non, d'ailleurs c'était un acteur, c'était pas un boxeur, c'était un autre acteur qu'on avait mis en face, et on avait commencé à travailler sur des chorégraphies. Et on a commencé à travailler sur les chorégraphies ou pas du tout? Un peu au début, ouais. Ça a duré deux ouais, mais et tout de suite on a dit, écoute, moi ce qui m'amuse là, c'est que tu me donnes 3 mois avec un champion, enfin tu me donnes 3 mois où je peux apprendre la boxe. J'ai 2 choix, soit j'apprends des chorégraphies, soit j'apprends la boxe. On a un personnage qui n'est pas un très bon boxeur, donc laisse-moi apprendre la boxe, et puis travaillons par contre, mets-moi un boxeur en face, travaillons avec un vrai boxeur, parce que là il va pouvoir contrôler son sport, il est en maîtrise de son art. Et donc on s'est lancé dans ce truc-là, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre à faire sur le personnage? Que c'est un personnage, il n'est pas très intéressant. C'est un mec, il a une famille, des enfants, et il se bat pour mettre de la nourriture sur la table. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas un héros. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais pas aller étudier. Je sais ce que c'est qu'un père qui essaye de mettre de la bouffe sur la table. Donc c'est vraiment la boxe, le sujet. Donc on a dit, le seul moyen de travailler le personnage, si je commence à travailler le personnage en travaillant des chorégraphies, ben c'est une danseuse, c'est pas un boxeur. Donc si tu veux un boxeur, faisons de la boxe. Et on s'est mis dans le truc, mais je ne l'ai fait. L'autre comédien, quand on a commencé à faire de la boxe, on a commencé, puis au bout d'un temps, il a dit, je peux pas. Je suis pas là pour me prendre des coups. Donc Sam l'a remplacé par un vrai boxeur, et là on a commencé à s'amuser. Mais j'ai pu faire ce film-là, et je l'ai fait juste parce que ça m'amusait, ou sinon j'aurais dit au réalisateur, mais je dis, mais t'es un fou, toi, je vais pas me battre pour ton film, tu fais des chorégraphies, et puis quand il y a un mec qui doit se prendre un coup, tu le mettras de dos avec un cascadeur. Et donc voilà, donc c'est en fait, tu fais les choses en tant qu'acteur, ta contrainte doit devenir ton plaisir, voilà. Et tu vas tout chercher les petits trucs. Tom Cruise, s'il faisait pas les cascades de ses films, il se ferait chier, c'est pour ça qu'il les fait. Non, mais c'est pour ça qu'il les fait, parce que ça l'excite, ça l'amuse, et ça nous amuse aussi, et génial, tant mieux. Mais si j'étais à sa place, je ferais la même chose, évidemment, parce que c'est beaucoup plus excitant. C'est chiant un tournage, surtout un tournage d'effets spéciaux où tu fais rien. C'est des cascadeurs où tu es accroché avec un câble. T'as l'air super beau, hein, quand tu fais Superman et que tu arrives avec ton truc machin, mais au tournage t'as l'air vraiment ridicule pendant 8 heures d'affilée, accroché avec un câble dans le cul, attendre en faisant comme ça, avec les mecs qui disent attends, ta cape elle est mal réglée. C'est ça aussi la réalité de ce cinéma-là, et c'est dommage qu'on ne la voit pas plus, parce que celle-là elle est intéressante. Donc voilà, donc sur un film réaliste sur la boxe, on fait de la boxe. On va prendre de vos questions, parce que c'est sûr qu'il y en a plein, parce qu'on peut pas couvrir tout, malheureusement. Donc, je crois qu'il y a un micro qui va se promener quelque part. Je propose que ceux qui ont des questions, si on attend les histoires du micro, on va alors, levez-vous. Et nous, on répétera la question pour que ça voilà, soit... parfait. Posez toutes vos questions en même temps. Oui. Ouais, bonjour Mathieu. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une question, pas comme de cinéma, de cinéaste. Est-ce qu'il y a des causes humanitaires ou des causes qui vous tiennent vraiment à cœur? Comme moi, je suis contre les paradis fiscaux, je sais pas, la libération du Tibet de la Chine. Comme être humain sur la planète Terre, est-ce qu'il y a des causes qui vous tiennent vraiment à cœur? Je vais répéter la question. Est-ce qu'il y a des causes humanitaires qui tiennent à cœur à Mathieu? Ouais, mais j'aime bien les dauphins,
J'écoute toutes les causes humanitaires. Si tu aimes l'humanité, toutes les causes sont bonnes à défendre. Ça en fait beaucoup. Non, mais est-ce qu'il y a une que vous irez comme marcher pour en faire un film? Non, pas pour faire un film, mais vous irez dehors marcher parce que vous êtes contre des paradis fiscaux ou... Marcher aujourd'hui, je pense que c'est bien. Il faut qu'il y ait des gens qui marchent, parce que s'il n'y a personne qui marche, ça veut dire qu'il n'y a personne qui marche. C'est un espace qui reste vide. Donc il faut se battre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas... Moi, je suis plus dans le dire, il ne faut pas marcher, il faut brûler. Plus. C'est peut-être un peu extrême, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux résoudre les problèmes, il faut les arrêter. Pas les discuter. C'est les institutions qui ont marché pour l'augmentation scolaire. Ça valait rien de parler? OK. Parce que les institutions qui ont marché dans la rue pour les augmentations scolaires, ça valait pas la peine? Si, non, mais tout vaut la peine. Mais sauf que je pense que si tu veux... Mais sauf que tout vaut la peine. Sur le court terme, c'est sûr. Mais sur le long terme, est-ce qu'on va survivre aux prochaines 50 années? Je pense que s'il y a des problèmes à résoudre, il faut les résoudre d'une manière forte aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le temps de discuter, c'est tout. On a discuté il y a 30 ans, maintenant il faut arrêter de discuter sur les problèmes dont on sait que dans une génération, ça sera des problèmes qu'on ne pourra plus résoudre. On va passer à la prochaine question. Oui. Comment Amélie Poulain vous a marqué? Enfin, comment est-ce que ça a changé votre style, ou vous vous êtes remis en question un peu? Comment Amélie Poulain a changé quoi? Votre style de réalisation Aucunement, puisque c'est pas moi qui l'ai réalisé. Mais juste comment est-ce que ça a changé votre appréciation pour le cinéma, ou pour le... Parce que si ça vous a fait... Non, je suis content pour Jean-Pierre. Mais je pense qu'il l'a bien vécu. Mais je fais pas des films comme Jean-Pierre, donc ça me change rien. Je vais pas apprendre le cinéma à travers Jean-Pierre Jeunet, bordel de merde. Non, mais si j'ai appris tout mon cinéma à travers Jean-Pierre. Quand j'étais petit et que je parlais de Métal Hurlant et tout ça, Métal Hurlant c'était le berceau de Caro et Jeunet, et qui faisait de la bande dessinée. Caro faisait de la bande dessinée, Jeunet faisait du court-métrage. Caro et Jeunet se sont mis ensemble et ont fait leur premier court-métrage ensemble. Le Manège, le Bunker de la dernière rafale. Si vous n'avez pas vu le Bunker de la dernière rafale, vous connaissez ce film-là? Non, je connais pas. Vous connaissez pas le Bunker de la dernière rafale? Il faut voir le Bunker de la dernière rafale de Jean-Pierre Jeunet, Caro et Jeunet. C'est leur premier court-métrage, 40 minutes, film qu'ils ont fait dans leur cuisine. C'est génial, c'est absolument génial. Et c'est ces mecs-là qui m'ont donné envie de qui m'ont fait prendre conscience que je pouvais faire du cinéma avant d'avoir 35 ans, quoi. Donc, Amélie Poulain n'a rien changé à mon cinéma. J'ai juste plus de succès avec les filles. Oui, une question. Métis. Le micro. Bonsoir, merci beaucoup. En fait, c'est même pas ma question. C'est une question sur Métis? Non. Mais oui, je peux vous poser une question. Moi, j'ai pas... deux questions alors. Okay. La première, c'était, vous avez commencé une question, c'était sur les habitudes cinématographiques. Puis la question, c'était, est-ce que ça a duré? Puis on a changé de sujet. Donc peut-être juste, vous alliez commencer une réponse, peut-être la continuer. C'était quoi la question? La question c'était, donc vos habitudes... Est-ce que tu as continué cette habitude d'aller au cinéma que tu avais, c'est ça, je crois? Oui. Aujourd'hui, là? Ouais. Non. Popcorn. Vous connaissez Popcorn? Voilà, non, le cinéma aujourd'hui, non, il y a plus du tout cette... non, j'évite les salles de cinéma au maximum. Parce que les salles de cinéma sont devenues complètement impersonnelles, à part quand on est dans des salles historiques comme ici, ou comme certaines vieilles salles de cinéma qui représentent quelque chose, mais rentrer dans un multiplex de 30 salles pour aller voir un truc qui passe en boucle, en digital, avec du popcorn partout et tout ça, je préfère rester à la maison et le regarder sur un écran qui sera presque aussi grand, avec un son meilleur et pas de connards autour qui hurlent gratuitement, piraté en HD. Enfin, il n'y a aucune raison d'aller au cinéma aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les salles de cinéma redeviennent des endroits particuliers,
il y a un mouvement comme ça qui existe en France où les salles deviennent un petit peu plus classe et on comprend que vendre de la soupe comme ça en rouleau comme ça, c'est pas sexy. Et il faut garder évidemment les salles de quartier, quoi qu'il se passe. Il faut garder malgré tout, il faut se battre pour essayer de garder ces petites traditions. Tout passe pas par nostalgie, mais parce que c'est beaucoup plus agréable d'aller dans un endroit agréable que d'aller dans une usine à fric, quoi. C'est tout. Sur Métis, oui, en fait, vous vouliez qu'on revienne sur Métis, mais moi, j'ai pas vu Métis. Alors, est-ce qu'il faudrait que je voie Métis? Si t'aimes un réalisateur, il faut toujours voir ses premiers films, c'est sûr. Donc, Métis, c'est un très bon film à voir, et tu vois vraiment la naissance d'un jeune réalisateur. Hein. Et puis, tu vois plein de choses que tu reverras plus tard. Il y a plein de trucs dans Métis que tu revois plus tard. J'avais une question dans le fond. Vous pouvez parler fort? Les 3 films que Mathieu a aimé le plus depuis les 10 dernières années. Je sais pas. Ça peut être une trilogie. J'ai une mémoire de moineau, donc je sais pas. 50 Shades of Grey 1, 2 et 3. Good one. Non, mais il y a pas de film préféré. Mes films préférés, ils datent d'une autre époque. Je pense pas qu'aujourd'hui je tomberai sur un film qui me fera oublier les films qui ont créé mon amour pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a trop de... Je peux pas être admiratif du cinéma aujourd'hui. Les Christopher Nolan, les mecs comme ça, j'admire plein de choses, mais le fait de l'avancée technologique du cinéma fait que je ne suis pas admiratif. Quand vous voyez l'extrait de La haine, là, c'était un plan séquence. Un plan séquence, c'est une tradition dans le cinéma. C'est quelque chose qui est un tour de force qui a été inspiré par les plus grands réalisateurs russes du début du cinéma. C'est le plan séquence, c'est la base du cinéma. Travailler un plan séquence, c'est quelque chose de très... c'est proche du travail d'un peintre sur un tableau, et on peut pas, c'est proche du théâtre, il y a pas beaucoup de, on peut pas se planter tant que ça, c'est très compliqué à mettre en place, ça prend du temps, c'est un art. Aujourd'hui, les plans séquences, t'en as dans n'importe quelle pub ou n'importe quel film de Marvel, on se rend pas compte que les plans, que la majeure partie des bagarres avec des centaines de milliers de trucs qui explosent dans tous les sens sont des plans séquences qui n'en finissent pas, et qui sont complètement faits en digital, mais aussi des plans séquences tout à fait normaux, dont maintenant en plus on n'a plus du tout la conscience de l'intérêt de ce genre de choses. Parce que la consommation de cinéma est telle que on oublie, on peut plus apprécier réellement la fabrication d'un film, et puis surtout, comme la technologie a avancé, on ne sait plus comment elle est fabriquée. À une époque, on savait que quand tu allais voir Mad Max, tu savais que les cascades de voitures, c'était des vraies voitures avec c'était quelque chose, c'était du métal, et ça sentait la poudre, et ça sentait l'essence, et ça sentait le sang. Aujourd'hui, Mad Max 3, même si tu me montres que ça a été tourné en réel et tout ça, il n'y a pas une image qui n'a pas été retravaillée, et tu ne sais plus. C'est-à-dire que quand j'ai vu le making-of de Mad Max, le dernier Mad Max, là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais pourquoi vous vous êtes cassé le cul à ce point-là? On a l'impression que tout est dans le digital. Donc pourquoi tu me dis que ça a été tourné en réel? Mais l'impression que j'ai, c'est que tout est faux. Tandis que le premier, c'était absolument... C'était viscéral. Donc le fait de ne pas savoir comment les choses sont faites, de se dire que tu sais pas si c'est des vraies voitures ou si c'est des fausses, tu sais pas si c'est des vrais comédiens, tu sais pas, c'est peut-être un comédien en 3D avec tu sais pas. Donc à partir du moment où tu sais pas, moi je perds toute mon excitation, parce que il n'y a pas de challenge, quoi. Voilà, je voulais juste savoir si vous avez le privilège, enfin en tout cas le talent pour avoir la double casquette, à la fois metteur en scène et à la fois acteur. Quel est le rôle qui vous donne le plus de plaisir? Est-ce que c'est le rôle de diriger, ou c'est le rôle d'être dirigé tout en ayant aussi des idées sur la façon dont on pourrait vous diriger? Qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir? Parce que
Il y a un côté un peu sombre dans ce que vous dites aussi sur l'évolution du cinéma, sur la présence sur un plateau, etc. Mais vous avez quand même le choix, soit de diriger, soit d'être dirigé. Ben, c'est un peu comme au lit, quoi. Alors expliquez-moi, parce que je sais pas bien, là. Alors, petit cours d'éducation sexuelle. Les dominants ont besoin aussi de se faire dominer. Donc, mais c'est pas les mêmes. Les dominants dans la vie ne sont pas forcément les dominants sexuels. Au contraire. Quand tu es réalisateur, tu es dominant. Okay, quand tu es acteur, tu acceptes d'être dominé. Tu as besoin des deux. C'est pour ça que pour comprendre une partie, pour comprendre l'autre, il faut accepter parfois de se faire enculer. Ça fait partie du métier. Non, il n'y a pas de... Moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir deux métiers, effectivement, qui sont un seul, qui est le même métier, qui est le métier du cinéma. La chance du métier du cinéma, c'est de permettre de faire plusieurs métiers. Si tu as la chance d'être chef opérateur ou monteur, tu peux passer d'un film à l'autre, changer de poste, et tout en faisant le même métier, quasiment. L'acteur et le réalisateur sont très proches, parce que c'est les deux personnes qui travaillent ensemble... Pour arriver à mettre incarner les histoires. C'est deux métiers qui sont complémentaires et qui doivent se... Moi, j'ai toujours dit au réalisateur d'essayer une fois d'être acteur pour qu'il sache ce que ressent un acteur. Et je toujours dis à un comédien, pas forcément de passer à la mise en scène, mais en tout cas d'aller dans une salle de montage pour voir comment ça fonctionne et comment on fabrique un film. Et donc les deux sont complémentaires. Quand j'en ai marre d'un, je passe à l'autre. Voilà. Oui, là. Bonjour. Il y a un making-of non officiel de Babylon ID qui existe sur Internet. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit que je ne comprenais pas bien ce qui vous avait échappé par rapport au fait que vous avez déjà fait un premier film aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait que sur le deuxième, ça a moins bien fonctionné, d'après ce que vous expliquez dans le documentaire ? Ben, Joel Silver est un amoureux du cinéma. Celui qui a produit Gothica, c'est lui qui avait produit les Matrix, c'est lui qui avait produit... Quand tu as produit Matrix et que tu vois où le cinéma où on était à l'époque où il a produit Matrix, tu as affaire à quelqu'un qui est... Les réalisateurs sont des visionnaires, lui en tout cas est quelqu'un qui soutient les visionnaires. Donc c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui aime les cinéastes, ça se voit et ça se sent. Donc quand j'ai travaillé avec lui, j'ai eu beaucoup d'engueulades avec lui. Avec Joel, c'est le producteur, pour ceux qui ne voient pas qui est Joel Silver, c'est l'équivalent de Harvey Weinstein, mais à Los Angeles. Mais sauf que Harvey, c'est un salopard qui avait un vrai besoin de faire du mal aux gens et de faire peur aux gens, et d'être un vrai prédateur, tandis que l'autre, lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner des millions. Et être le premier. Donc il n'a pas des problèmes d'histoire de cul, de trucs comme ça, avec les MeToo mouvements, personne ne l'a approché, mais par contre, il n'arrête pas d'insulter tout le monde et il n'a pas de temps à perdre. Et donc il m'a dit plusieurs fois, tu ne travailleras plus dans cette ville, mais bon, comme j'aime mon métier, que je lui expliquais, je lui disais, mais regarde, non, il ne faut pas mettre de musique ici. Si, il faut mettre de la musique partout. Non, regarde, puis on s'engueule, et puis au fond, tu trouves ton arrangement, parce que c'est ton producteur, et tu es là pour une bonne raison. Donc avec lui, même si on s'est engueulé, on a trouvé des accords, et puis on a fait un film qui, moi, me plaît, qui était rentré dans ce que lui voulait faire. Quand tu t'associes avec un producteur en France qui ne sait pas produire et qui n'a pas d'amour pour le métier, et un studio américain qui est le pire studio, qui est connu pour être le plus agressif et le plus surtout qui était à l'époque où ils étaient, enfin bon, c'est terrible. Et puis un acteur qui est un abruti total, tu peux pas t'en sortir. Quand ton acteur arrive avec 3 heures de retard tous les jours, que la production ne sait pas quoi faire, et que les Américains te disent on va vous envoyer des avocats, t'es baisé. Mais c'est une bonne expérience. Et le documentaire est bien. Et le film est pas mal aussi, la version française.
La version française, dans le sens de la version que tu as fait en France ou la version doublée? Il y a une copie, ce que ça me base, c'est qu'il y a le film existe en copie avec une version qui est la version à moi, qui est la version, et une version américaine que je n'ai même pas supervisée, dont il y a à l'intérieur des moments qui sont sortis directement de la salle de montage à vide, sans passer par... Enfin, c'est un truc incroyable. On a fait des trucs complètement dingues et une fin différente et un truc différent. Mais la version française, la version qui existe en France, pour moi, est ratée, mais vraiment, on avait un très très bon scénario, on avait un super scénario et c'est dommage, mais bon. C'est bien, j'aime bien. Il y a pas de... C'est ce genre de truc qui dit, tu fais pas de... Tu t'as pas de... Comment c'est pas... tu te trompes, tu te plantes jamais en fait. Soit tu réussis, soit tu prends une leçon. C'est tout. Prochaine question. Oui, bonjour. À vous entendre parler, je sais pas si c'est le cas, mais on dirait que vous pensez que tout le cinéma aujourd'hui, c'est que des explosions, des films faits avec des effets spéciaux de fou, tandis que tous les films qu'on regarde... Pour la plupart d'entre nous, j'imagine, c'est des films tournés en pellicule comme avant, qui ont beaucoup d'amour pour le cinéma, puis qui le font avec autant d'amour que vous l'aviez probablement dans votre temps. Je me demandais si vous étiez conscient ou si vous les appréciez, vous étiez capable de les apprécier aussi, les films d'aujourd'hui, le cinéma d'aujourd'hui. Ah oui, non, mais je les apprécie, bien sûr. Bien sûr. Oui. Il y en a certains que vous appréciez, que tu apprécies, oui, pardon. Oui, mais le fait de... Vraiment, l'avancée technologique du cinéma fait qu'aujourd'hui, tu peux me montrer n'importe quel film, je serais beaucoup moins impressionné qu'un film qui a été fait avant cette époque-là, que Mean Street ou que Taxi Driver, qui sont des films où tu vois l'art du cinéma avec une certaine vérité. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu regardes. Donc moi, t'as les... Non, mais par exemple, t'as Iñárritu là, qui vient de sortir Roma, c'est ça ou... Ouais. Ça, Cuarón. Cuarón qui vient de sortir Roma, qui est un film en noir et blanc, qui est fort... Pour 2-3 réalisateurs qui sont exceptionnels comme ça et qui font des choses absolument différentes, et dont lui qui a fait le film le plus digital au monde aussi, tu vois, tu te retrouves avec des gens qui font de la bouillie et il y a tellement d'informations qui arrivent tout le temps que tu sais... Si tu sortais de 2000 Odyssée de l'espace aujourd'hui, il n'y aurait aucun espace pour que ce film devienne un chef-d'œuvre. Parce que tu n'aurais pas le temps. Tu n'aurais pas le temps de taper, comme on le faisait avant, 5 minutes de musique avant l'ouverture du film. Tu n'aurais pas le temps de taper une intermission au milieu. Tu n'aurais pas le temps de... Tu n'aurais pas le temps. Ton téléphone, il aurait sonné 4 fois pendant l'alunissage. Et quand tu sors, tu as déjà 3 films qui sont téléchargés dans ton téléphone. Tu n'as pas le temps d'intégrer. Tu peux plus. Même les films qui font des très gros succès, qui sont des événements internationaux qui sont reconnus comme des films gigantesques, et tout le monde dit « Ah, c'est génial », ils sont oubliés très vite. Tu parles de Cuarón qui fait ces films-là, je confonds tout le temps Cuarón et trucs, mais c'est The Revenant ou Birdman ou des trucs comme ça qui sortent au moment où tu dis « Waouh », ou Gravity, tu dis wow, et c'est vrai que c'est des films incroyables. Ils passent malgré tout dans l'espèce de masse de tous ces films qui existent, et au bout de quelques années, ils n'ont pas marqué comme ils auraient dû marquer. Ils marquent au moment de la sortie parce qu'il y a le buzz, parce qu'il y a tout le truc, parce qu'il y a le promo, parce que tout le monde dit que c'est génial, parce que personne n'a le droit de dire que c'est pas bien. Et au moment où ça sort, et tout le monde... Effectivement, c'est super, mais tu manques de profondeur. Pourquoi ? Pour moi, c'est parce qu'ils sont trop faciles à faire, ces films. Parce qu'à une époque, un film comme Dunkerque, c'était impossible à faire. Et pour le faire, si, c'était possible à faire. C'était fait en 1930 par les Russes.
Ça a été fait quand tu fais I Am Cuba, Soy Cuba, et que tu vois des trucs, tu dis mais comment ils font, comment c'est fait ça, c'est pas possible, on peut pas faire ou quand tu vois les attaques prussiennes ou des grands films russes de l'époque où ils avaient 500 figurants, des travelling qui faisaient 500 mètres, et c'était l'armée russe qui faisait les films. Tu te dis, c'était des trucs énormes. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de tout ça pour faire. À une époque, il fallait une certaine intelligence pour faire croire que tes 50 figurants, ils représentaient toute l'armée napoléonienne. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être intelligent. Tu as toute l'armée napoléonienne. Pas sur le plateau. Sur le plateau, tu as 3 connards habillés tout en bleu. Mais 6 mois plus tard, sans que tu aies fait aucun travail, parce que toi, tu es déjà sur un autre film, on va te montrer une image que tu n'auras jamais filmée de 500 000 personnes qui font une attaque sur les collines de Waterloo, tu vois. Donc, c'est plus le même métier, c'est tout simplement plus le même art. Et même quand il y a des gens qui continuent à faire des films à la main, tu sais pas qu'ils sont faits à la main. Sur Roma, je vais voir Roma, mais je vais me dire, mais est-ce que c'est fait à la main? Il faudrait qu'il y ait quasiment un label sur les films en disant CGI free, quoi. Non, sérieusement, parce que j'ai envie d'aller voir des films et que je sache que le film n'a pas été retravaillé. Un peu comme les Photoshop sur les mannequins, quoi. Savoir qu'on ne me ment pas à ce point-là. Non, Oil of Olaz ne t'enlève pas 30 ans entre... Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu te rappelles Oil of Olaz? Vous vous rappelez? On va prendre une dernière question. On a tous cru que c'était un produit miracle, mais non. Qu'il y a personne, je crois quelqu'un qui a le micro. Oui. Alors, vous avez fait des films, des séries télé. Est-ce que vous seriez intéressé par faire du théâtre? Parce que là, on peut pas faire de CGI au théâtre. Ouais, mais ça, c'est trop de travail. Après, c'est ça le problème. Ouais, ben moi, je suis un feignant. Moi, c'est parce que le CGI, ça sauve un peu de travail quand même. Le CGI, ça sauve plein de travail. Mais super. Au théâtre... Au théâtre, en tant que comédien... tu veux dire en tant que comédien ou en tant que réalisateur? En tant que comédien. Ouais, on m'a proposé des trucs, mais j'espère que ça ne va pas se faire. Donc ça veut dire que tu as dit oui. Je suis amoureux du métier pour m'investir et être présent tous les soirs devant un public et je suis pas assez... Je suis trop cynique. Sur le tournage, ça fonctionne très bien parce que moteur, coupé, tu peux être cynique. Mais au théâtre, tu peux pas faire le con entre deux scènes et dire que t'en as rien à foutre. T'es obligé d'être très intégré. Donc, non. Mais en fait, j'ai une approche du cinéma qui est aujourd'hui beaucoup moins... Et puis, encore une fois, comme l'époque a changé, t'as plus besoin du cinéma aujourd'hui pour informer les gens comme on avait besoin il y a 20 ans, tout simplement. Aujourd'hui, tu as plus d'informations et d'émotions dans une vidéo de 3 minutes que tu chopes sur Instagram que dans un film que quelqu'un a mis 10 ans à faire. Et c'est, même si la réflexion, on parlait de quels sont les sujets sociaux qu'on peut régler au cinéma, ça devient presque inutile parce que Facebook le fait très bien. Et vous pouvez le faire très 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 bien avec un téléphone. Faut rajouter juste un petit peu de la même musique qu'ils se mettent tous sur leurs vidéos trucs et vous faites pleurer tout le monde. Et c'est ça le cinéma. Je suis désolé, hein. Je vois 2-3 qui sont dégoûtés au fond là. Mais pour moi, ça a perdu de sa véracité. C'est très difficile de voir ce qui est vrai aujourd'hui ou pas. Un peu comme un peintre qui a l'habitude de travailler au pinceau et c'est un peu un truc d'arriéré, mais de dire bon, c'est dommage, les palettes graphiques c'est super, mais c'est dommage. Va falloir qu'on s'arrête parce que allez-y, il y a un film qui s'en vient tout à l'heure, qui est Sparring de Samuel, qui est ici, que Mathieu et Samuel vont présenter. Bon, on vous fera un mime. À l'Impérial. On va se battre devant vous, comme ça va. On va régler le problème. Merci vraiment beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Merci d'être venu.